peut-elle se dissimuler, cette plume qui danse dans le vent sans ma permission? S'inquiéta Alice, contrariée, dès qu'elle se retrouva seule. Où l'ai-je perdue sans m'en apercevoir? Je déteste égarer les choses, même lorsque ce sont elles en vérité qui m'égarent, pensa-t-elle avec agacement. Quelle est donc cette phrase d'Edgar Poe que j'aime tant lorsque je dois éclaircir un mystère? C'est l'inspecteur qui la prononce dans la lettre volée. Si c'est un cas qui demande de la réflexion, observa Dupin, s'abstenant d'allumer la mèche, nous l'examinerons plus convenablement dans les ténèbres. À propos d'obscurité, où se niche mon dictionnaire? Je ne l'ai sûrement pas rangé entre les livres en C et les livres en E, mais on ne sait jamais, j'ai parfois des idées saugrenues. Tiens, comme c'est curieux, comme c'est bizarre, quelle coïncidence, se dit Alice, qui aimait de plus en plus la cantatrice chauve. Et pour cause, elle est anglaise comme moi. Tout en se plongeant dans le trésor de la langue française, le mot remords vient du verbe remordre. Je n'aurais jamais cru cela, mais ce n'est pas faux. Quand on se ronge d'avoir mal agi, on ne cesse de se mordre et de se remordre la conscience, surtout la nuit. Pourquoi le dictionnaire ne précise-t-il pas que certains mots sont plus douloureux la nuit? Les mots et les mots, insista la Reine Rouge qui s'était égarée sur l'échiquier. Oh, vous, ici, je ne vous parle pas, je ne vous écoute pas. Vous êtes sûrement là par erreur médicale. Les mots blessent autant que les blessures. Vous m'avez blessé à mort, je ne vous le pardonnerai jamais. Vous entendez? Allez-vous-en. Vous n'êtes qu'un médecin imaginaire. Alice se replongea dans le dictionnaire, oubliant jusqu'au souvenir de la royale intrusion. Elle recopia les définitions. Remords, sentiment douloureux, accompagné de honte que cause la conscience d'avoir mal agi. Regret, mécontentement de soi ou chagrin d'avoir agi de façon inadéquate ou répréhensible. Culpabilité d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque chose. Hésitante, elle n'arrivait pas à décider si elle était la proie de l'un ou de l'autre. Peut-être ne faut-il pas vouloir tout comprendre, se dit-elle, poussant soupir après soupir. Tiens, quelle est la définition de soupirer? Pousser des soupirs. Soupirer faiblement, profondément, soupirer d'aise, de contentement, pousser des soupirs amoureux. Et soupir, expiration ou inspiration plus ou moins forte et prolongée, qui rétablit un équilibre respiratoire perturbé le plus souvent par une vive émotion. C'est précisément cela, approuva Alice émue par tout ce qu'elle venait de vivre. Je suis tellement lasse, mais il faudrait que je poste un billet sur mon blog. Je le délaisse depuis trop de jours, sinon j'aurais dû repentir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Elle assembla quelques photos jaunies trouvées dans le désordre d'une boîte à chaussures, prit un instantané, l'accompagna des définitions et ajouta sans trancher remords ou regret, avec le délicieux sentiment du devoir accompli qui ne l'avait pas quitté. Et si c'était l'heure H, celle de lire une page de l'ami Proust, marmonna Alice. Longtemps je me suis couchée de bonne heure. Plus vite, criait la Reine Blanche dans le rêve d'Alice. Mais Alice sentait qu'elle ne pouvait marcher plus vite, encore moins courir. Elle n'avait d'ailleurs pas assez de souffle pour le dire à la reine, qui s'impatientait. « Mettez un pied devant l'autre, que diable ! Plus vite, vous dis-je ! Fermez la bouche, respirez par le nez, tenez-vous droite, soulevez les pieds. »
La rêveuse commençait à s'inquiéter sérieusement. Plus elle se déplaçait, plus elle faisait du surplace. Le chemin ne les menait nulle part. Le plus curieux dans l'aventure, c'est que rien ne bougeait autour d'elle. Ni les arbres, ni le ciel, rien de vivant ou d'inanimé. Suis-je dans un décor de théâtre ? Se demandait Alice. Faisons-nous semblant de marcher ou sommes-nous entravés par quelque tyran, la proie d'un mauvais sort ou d'un mauvais corps ? Le monde se meut-il aussi vite que nous pour nous empêcher d'aller de l'avant ? Dans mon pays, essaya-t-elle d'articuler à voix haute, quoiqu'elle fût hors d'haleine, si l'on se promenait aussi vite, aussi longtemps, on arriverait ailleurs, n'importe où, mais quelque part. Ici, je ne suis même pas certaine qu'on avance d'un seul centimètre. Je crois même, au contraire, que nous reculons. Nous sommes partis il y a déjà longtemps, fit-elle, remarquer en regardant son poignet, d'où le temps avait disparu. Et nous sommes toujours au même endroit. Ce voyage manque totalement d'intérêt. Je ne tiens plus sur mes jambes, j'ai mal partout. Et tout ça pour rien. Ma pauvre, vous êtes complètement écervelée, rétorqua la Reine Blanche. Dans le monde du miroir, il faudrait se mouvoir 10 fois plus vite pour seulement rester là où l'on est. Quant à se rendre ailleurs, vous n'y pensez pas. Toute la vitesse de vos jambes ne pourrait vous y conduire. Mais vous avez sûrement soif. Prenez ce petit beurre, il calmera votre impatience, ricana-t-elle de sa voix trop aiguë, sans faire mine de rien offrir à Alice. Voulez-vous que je vous tranche la tête ? Interrogea la reine, un couteau à la main. Cela vous soulagera définitivement. Comment quitter ce cauchemar ? Pensait Alice sans se rendre compte que ses pensées parlaient à voix haute. C'est très simple, il suffit de le demander. Vous n'êtes qu'un pion sur un échiquier, votre joueur vous avancera d'une case. S'était-elle évaporée ? Avait-elle abandonné la partie ? Reviendrait-elle une autre nuit ? Alice ne sut jamais comment la chose advint, mais la Reine Blanche disparut du damier des songes. Au cours de ce voyage nocturne, Alice entra ensuite dans une boutique, une toute petite boutique de très très grands chapeaux. La modiste l'accueillit des épingles dans la bouche. Elle chantonnait « Il court, le furet du bois joli. Il court, le furet du bois mesdames. » Quel genre de chapeau cherchez-vous ? Un chapeau de mariée. C'est un mariage à Paris ou à l'étranger ? Je ne sais pas encore. C'est un mariage à la campagne ou à la ville ? À la ville, du moins je crois. C'est un mariage de printemps ou un mariage d'hiver ? C'est-à-dire... Et le mari, il est là ? Je voudrais un chapeau qui ne soit assorti à rien. Je commence par choisir le chapeau. C'est le plus important. Dès qu'elle ouvrit les yeux, Alice se souvint d'une vieille chanson qui parlait de petits gâteaux et du palais de Dame Tartine, ce qui ne lui ouvrit nullement l'appétit. Elle continuait à préférer les mots des mets aux mets eux-mêmes. Comme elle vit de loin le troll souriant s'approcher de son lit, elle s'empressa de se coiffer d'un béret de marin qu'elle tenait à portée de la main parmi d'autres chapeaux dans un tiroir de sa table de chevet pour les heures du jour et de la nuit où elle n'avait pas la force de s'enrouler sur la tête des écharpes ou des foulards. Quand je pense que dans le vieux temps on trouvait indécent de se présenter en cheveux, je suis devenue, bien malgré moi, une personne très, très convenable. Le troll tout sourire portait 2 théières dans une main, un objet blanc dans l'autre. « Assam ou grand Yunnan impérial ?» demanda-t-il cérémonieusement. «
Je prendrais volontiers quelques gouttes du thé indien, sans sucre ni lait, merci. Mais vous ne pouvez continuer à vous nourrir comme si vous étiez devenue une miniature, objecta le géant. Vous êtes toute pâle, vous manquez de fer, mangez donc des huîtres. Oh non, gémit Alice, pas de grand matin. Pourquoi pas des perles? Elles sont sûrement croquantes à souhait, enrobées de chocolat. Mais quel est ce sac tout empesé que vous tenez là? Une toque. Êtes-vous devenu maître coq? Non, ce n'est pas pour moi, mais pour vous. Quelle idée! Je n'ai pas plus envie de cuisiner que de manger. Je suis tout juste capable de lire des recettes, et encore du bout des lèvres. Et, pas trop sinon, elles me tournent l'estomac. Que voulez-vous que je fasse d'un chapeau de marmiton? Ce n'était qu'une suggestion parmi d'autres pour varier les plaisirs de la tête. Les turbans vous vont à ravir, mais tant qu'à garder la chambre, pourquoi ne pas y faire un tour du monde avec la toque écossaise, le sombrero mexicain, la chapka russe, le bonnet lapon, la coiffe japonaise, la mantille espagnole, le voile en dentelle de Valenciennes, Bruxelles ou Venise? Et le chaperon rouge me promènera au bois, ajouta Alice d'humeur joyeuse. Avec les bottes du chaboté, je rejoindrai le marquis de Carabas, deviendrai une marquise couronnée de saphirs et d'émeraudes. Les princesses portent au bal des tiares, des diadèmes, qu'elles dissimulent sous des capuches d'organdi ou une peau d'âne. Que diriez-vous d'un morceau de kouign-amann pour démarrer la journée, suggéra le troll, toujours de bonne humeur, mais qui n'avait pas abandonné le projet de voir la dame au chapeau se sustenter un peu. Une part de beurré de Bretagne pour mon petit déjeuner? S'il était déjà 4 heures, je pourrais vous servir des tartelettes à la frangipane, ou une muscadine aux cerises, une charlotte aux pommes, ou des gâteaux à l'ananas, des millefeuilles toulousains, des puddings d'hiver, une crème au thé ou un soufflé aux pistaches, simplement une douzaine de crêpes fourrées, le tout escorté, toujours, de gaufres fraîches, de basse-pain et de brioches, terminèrent en chœur Alice et le troll, qui tous deux étaient de grands amateurs de la vie et la passion de Dodin bouffant, ce délicieux gourmet inventé par Rouff en souvenir de Kurnonski. Je n'ai tellement pas d'appétit que les mots suffisent à me nourrir. Si on jouait à réciter une liste de mets salés, je commence, lança Alice. Il y avait là des gelées de chanterelles et d'écrevisses, de petites truites confites bourrées d'estragon et d'olives hachées, des saucissons frais du village de Pernes dont les chairs juteuses et grasses étaient imprégnées d'essence de bois parfumé, des hachis de pigeon à la crème, des œufs bourrés de pâte à quenelle odorante, des rôtis au beurre chargés d'un dôme de foie de canard pilé, des croquettes de fromage bouillant enlaçant des aiguillettes de jambon, de minuscules grilles froides et désossées bardées de couches d'anchois, des tonnelets de laitance piqués de girofle et fardés de poivre rouge, des pilafs froids de thon au citron, des anguilles glacées farcies de purée de crevettes, des boudins frits de gibier et de chair à saucisse, et une gracieuse barque de beurre frais et bien moulé, termina Alice éclatant de rire, avant de se mettre tout aussi soudainement à pleurer d'épuisement. Pitié, pitié, arrêtons le jeu pour aujourd'hui, je ne peux plus avaler un traître mot. Mais vous n'avez rien mangé. Nous verrons cela plus tard, je vous le promets, murmura Alice, s'effondrant sur une pile d'oreillers. J'en ai soupé pour aujourd'hui. Sur la table de chevet, il y avait son désordre habituel. Montres, potions, bijoux, dattes et noix de cajou, attrape-son, attrape-lumière, attrape-tout, carnet de notes,
thermomètre, chapeau, turban, gobelet, livres, papier, babioles et vêtis. Dans la maison du miroir, les objets possédaient une vie propre, prenaient des initiatives, devenaient insaisissables. Quand Alice étendait le bras pour attraper l'un d'eux, il se dérobait par facétie ou mauvaise volonté. Ils jouaient entre eux aux chaises musicales. Il fallait s'y prendre à plusieurs reprises pour mettre la main sur quelque chose dont on pouvait avoir un urgent besoin. Les feuilles chiffonnées quittaient la poubelle, mais les bouchons y faisaient des parties de dames au moment où on souhaitait refermer bouteilles, tubes de crème ou en crier. Les petits coussins d'Avignon avaient trouvé refuge au bord de la fenêtre pour observer le ciel. Échappant au temps des fleurs, le bouquet de renoncule de la licorne s'était pétrifié. Alors que les livres, d'ordinaire gardiens immuables des trésors qu'ils renfermaient, ne cessaient de se mouvoir, mélangeant les paragraphes, les chapitres patiemment ordonnés, les chutes et les ouvertures. Certains mots perdaient jusqu'à l'ordre de leurs syllabes. Naissait alors, dans un silence de papier, une langue lumineuse, palpable, affranchie, une langue d'avant l'insupportable exil, d'avant la séparation entre le son et le sens. Dans ce fantasque remue-ménage, il n'y avait plus l'ombre d'une distance entre le mot et la chose, plus le moindre écart entre ce que l'on pouvait vivre et ce que l'on pouvait en dire. Alice apprit à secouer un livre avant de l'ouvrir. Ainsi, espérait-elle, chaque lettre aurait repris sa place initiale. Si on y prenait garde, il se pouvait que les couvertures ne contiennent plus les pages annoncées par le titre et le nom de l'auteur. La Divine Comédie de Dante s'était égayée en compagnie de la Comédie humaine de Balzac. L'Histoire de ma vie de Casanova échangeait des rebondissements avec le Comte de Monte-Cristo et les Voyages de Gulliver. Des personnages de Molière, Tchekhov et Shakespeare se donnaient la réplique. Einstein et Cléopâtre faisaient la conversation. Spinoza bousculait Kant. Platon corrigeait Nietzsche. Lewis Carroll lui-même se glissait tantôt entre les lignes de James Joyce, tantôt entre celles persanes des Mille et une nuits, sanskrites du Mahabharata ou hébraïques du Cantique des Cantiques. Personne ne s'inquiétait plus ni de la marche du temps, ni des soucis de traduction, chacun comprenant instantanément toutes les autres langues, au présent historique, au plus que parfait du subjonctif, ou au passé composé et recomposé. Comment allez-vous aujourd'hui ? Demanda le blanc lapin qui, contrairement à ses habitudes, ne courait pas ce jour-là. Tout va très bien, madame la marquise, chantonna Alice qui faisait triste figure. Pourtant, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, continua le blanc lapin sur le même ton. Mais dites-moi, chère dame au foulard, vous-même, peut-être vaut-il mieux que je me taise, soupira-t-elle. Parler soulage, parfois, ajouta-t-il avec douceur. Parfois, mais notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Ici, maintenant, je sais désormais que toute consolation est vaine. Oui, fit-il pour l'inviter à poursuivre. Je suis infiniment triste
admit-elle. Je ne me reconnais plus. J'ai perdu le sourire et l'humour, j'ai tout perdu. Mes cheveux, mon appétit, mes forces, mon sommeil, mon stylo, mon chat. Il pleut, je n'ai plus l'énergie de descendre au jardin. C'est si près et trop loin. Rien, c'est déjà trop. La nuit, je suis poursuivie par le roi et la reine de cœur qui ne cessent de vouloir me trancher la tête. Mon corps est empêché, je suis hors du monde, dépossédée. Douleur ou souffrance, je ne connais pas de répit. Je dis mon corps ou mon sommeil, mais ils ne m'appartiennent pas. Je ne dispose pas d'eux. Je ne suis même plus certaine de pouvoir prononcer le mot « je ». Il s'agit seulement de tenter de survivre comme une goutte d'eau, un caillou. Si je pouvais disposer de la force intouchable d'un seul grain de sable, être en un seul lieu de mon corps intact, mais je ne suis que ravage, explosion. Alice qui pleure et Alice qui rit, vous êtes l'une et l'autre, indissociables. Pour traverser tempêtes et ouragans, pour survivre, vous luttez de toutes vos forces. Vos ressources sont immenses, mais vous ne le savez pas encore. Vous allez les découvrir en les déployant. Vous repousserez vos limites, vous verrez, dit le blanc lapin avec une calme conviction. Non, je ne vous crois pas. La vie est sans issue. C'est trop tard. Vous êtes généreux, je vous dois tellement. Mais je suis réellement passé de l'autre côté, irréversiblement entré dans une autre dimension. Parfois, on espère, on souhaite qu'il y ait un avant et un après, mais la plupart du temps, on va et on vient, on fait des allers-retours encore et encore, on prend des résolutions que l'on ne tient pas, on entend le murmure séduisant des consolations, des fausses consolations. Chimère, toujours chimère, les plaisirs, les voyages, l'amour, il n'en reste rien. L'éphémère demeure l'éphémère. Il n'y a pas de solution aux affaires humaines. Sans doute n'accepte-t-on pas l'idée que la vie soit insensée, qu'avant la naissance il n'y avait rien, qu'après la mort il n'y aura rien, seulement la course infinie des astres dans l'univers. L'être humain est orgueilleux, mais sans conséquence, parcelle insignifiante. Ne réfléchissez pas trop, laissez-vous porter par les flots, ne résistez pas, laissez-vous emporter, l'encouragea-t-il. Faire confiance? Mais à qui? Demanda-t-elle d'une toute petite voix. À soi? À qui d'autre, Alice? Faites-vous confiance? Je suis à bout, je suis défaite, je n'ai plus le cœur à rien, je ne comprends même pas comment j'ai pu trouver la force de faire des jeux de mots. Votre légèreté est douleur, Alice, elle vous protège. Ne la laissez pas s'échapper. Oui, reconnut-elle en poussant un profond soupir, l'humour naît du désespoir. Lorsque toutes les portes se referment l'une après l'autre, l'inexplorable seul est au rendez-vous. Le trait d'esprit est la dernière limite avant le gouffre. C'est comme s'asseoir sur le rebord du monde, une jambe déjà dans le vide. Acceptez ce qui vient, ce qui est là, sans jugement. Soyez vous simplement, ne vous blessez pas inutilement. Il faut vouloir ce qu'on a, commença le blanc lapin. Et ne pas vouloir ce qu'on n'a pas, acheva Alice qui dénoua son turban, laissant son crâne découvert. Vous êtes belle, Alice,
belle au-delà des apparences, le savez-vous? Le besoin de consolation est sans fin, reprit-elle sur le même ton sourd. Alors peut-être vaut-il mieux être inconsolable, tout balayer, ne plus rien attendre, devenir absolument inconsolable. J'aimerais à tout jamais être entrée dans la fiction pour échapper aux passions, aux tourments, à la déception, aux illusions, aux désamours. N'avoir pas d'autre existence que celle d'une créature de papier. Inventer sa vie, oser être soi. Fragile et puissant d'avoir accepté sa fragilité, renchérit le blanc lapin. Si rien ne m'est dû, alors tout sera cadeau, poursuivit Alice. Vous vous approchez du parfum, approuva son compagnon. Au pays des miroirs, là où toutes les chambres sont des chambres imaginaires, peut-être n'y a-t-il plus de mensonges, avança Alice, qui se demandait si elle ne prenait pas à nouveau ses désirs pour des réalités. Quand on fait semblant pour de vrai, comme disent les enfants, il ne devrait plus y avoir de leurre, plus de trahison, acquiesça-t-il gravement. Vous ne m'abandonnerez pas, n'est-ce pas? Demanda soudain Alice, prise d'angoisse. Vous ai-je jamais abandonné? Répondit le blanc lapin, qui après un instant de silence affirma calmement. Moi, c'est à la vie, à la mort. Moi aussi, c'est à la vie, à la mort, murmura la dame sans turban. On ne sait seulement pas qui part en premier, fit-il en se levant pour prendre congé. Ne bougez pas, je vais éteindre la lumière. Laissez-vous bercer par la musique. Fermez les yeux. L'amour mène au désamour, ne nous y trompons pas. Hélas, mon ami d'amour, je crains que nous n'y échappions pas. Alors qu'elle ne le cherchait nullement, ayant abandonné l'idée même de chercher quoi que ce soit ou que ce soit, son stylographe réapparut. « Ah, te voilà, toi, fit Alice, instantanément réconciliée avec lui, ayant oublié toutes les raisons et les déraisons pour lesquelles elle en voulait à ce vieux complice. Elle s'était habillée de mauve ce jour-là, et comme elle plongeait la main dans sa poche, ses doigts rencontrèrent un mince fuseau de métal. « Tu étais donc là, caché dans les plis d'une tunique, au fond de mon armoire, exactement là où je t'avais enfui le jour où je portais ce vêtement la dernière fois. Je reconnais mon geste. Je te tenais entre les doigts et par crainte de te perdre, ou par désir de le faire, je t'ai mise à l'abri, te soustrayant à ma vue et à ma mémoire. Allons-nous reprendre notre pas de deux? Mais attention, pas trop vite. Souviens-toi, je ne peux pas courir. Je m'essouffle tout de suite. Le tempo, c'est moi qui le donne, d'accord? Et si nous faisions un détour pour commencer? J'aime assez lire quelque chose avant de prendre la plume, feuilleter un livre pour me donner de l'élan. Qu'en dis-tu? Regarde, un choix de lettres de Nietzsche. Celle-ci, par exemple, du 12 décembre 1870, me convient parfaitement. Lis avec moi. Je suis préparé au pire, confiant néanmoins que de l'excès de souffrance et de peur naîtra, ici et là, la fleur nocturne du savoir. Notre combat est encore devant nous, c'est pourquoi il est indispensable que nous vivions. Il est indispensable que nous vivions. Dis-moi, cher stylo de mon enfance, comment préfères-tu que je te nomme? Es-tu un stylo ou une plume?
L'écriture est-elle féminine ou masculine? L'une et l'autre? Tiens, comme c'est étrange, comme c'est bizarre, quelle coïncidence. Il me revient un souvenir, ma première nounou s'appelait Plume. Tiens, comme c'est bizarre, comme c'est étrange, je me souviens d'une autre Plume. L'histoire se passait à New York. Martin, le héros, trouvait par hasard une plume d'albatros blanche avec en son centre un triangle noir. Un vieux Chinois lui expliquait qu'il avait beaucoup de chance, mais qu'il lui fallait chercher une autre plume, noire, avec un cercle blanc. En frottant les deux plumes l'une contre l'autre, il disposerait alors durant 24 heures de tous les pouvoirs, celui de devenir immense ou minuscule, ou même invisible. À sa guise, pour obtenir le second talisman, il devait retourner à Central Park à l'heure de midi, s'approcher de l'obélisque au milieu des grands arbres sans jamais poser le pied sur aucune ombre. En cela résidait l'épreuve. Monsieur Wu Xiang lui confiait le secret de la vie des ombres. Peut-être que les ombres sont très sensibles le matin, disait-il. Elles savent qu'elles n'ont pas longtemps à vivre. Elles vivent comme des éphémères, de l'aurore au crépuscule. Les ombres des choses ont une vie mystérieuse qui leur est propre. Regarde par exemple l'ombre d'une bouteille de lait. À midi, elle repose et dort blottie contre la bouteille comme un enfant contre sa mère. Mais l'après-midi, elle grimpe les marches du perron devant la maison pour s'étirer et jouer avec les autres ombres. Et mon ombre à moi, a-t-elle aussi sa propre vie? Demandait Martin. Oui et non, répondait Wu Xiang. Ton ombre est une sœur jumelle et noire qui t'appartient. Si tu bouges, elle bouge avec toi. Si tu es malade et couché, ton ombre est près de toi, sous les draps. Si tu es debout sans bouger, ton ombre est debout sans bouger. Mais si tu tombes, elle tombe avec toi. Elle court et saute avec toi partout où tu vas. Elle fait exactement ce que tu fais. Je n'ai vu qu'une seule fois une ombre se révolter contre son maître, chercher à l'étrangler. Parfois les ombres des arbres forment une sorte de labyrinthe. Alors il te faudra trouver ton chemin parmi les ombres, vois-tu? Mais la plume d'Alice en avait assez entendu. Elle aimait surtout les histoires qu'elle pouvait tracer elle-même sur le papier. Elle tira sa complice par la manche pour l'emmener vers l'écritoire. Les mots ne vinrent pas. Rien ne s'écoulait. La page restait obscurément blanche. Le stylographe crachotait de minuscules coulées d'encre. Ce n'étaient pas des mots, pas même l'ombre de mots, seulement des taches noires comme de petites ailes, impuissantes à voler. Sans désir ni volonté, Alice se laissait faire. La plume ne l'emmenait nulle part. Devenue pinceau, elle barbouillait la feuille de ligne et de courbe en un réseau de plus en plus serré, de plus en plus sombre, qui se refermait sur elle comme un piège. Des larmes emplirent ses yeux, longèrent ses joues, vinrent s'écraser sur le papier. Aquarelle sibylline dérivant lentement, comme une nacelle dans la brume. Elle regarda l'eau de ses pleurs diluer l'encre. Ses larmes étaient devenues noires. Tout son être débordait, c'était une outrance sans nom ni forme, un tourbillon sans délivrance. Alice prit une nouvelle feuille de papier, chercha le mince filet de mots qui pourrait transformer son impuissance, ou du moins l'enserrer. Elle griffonna avec une manière de légèreté, de détachement et l'élégance de n'y accorder aucune importance. La dame au turban pressait de ses doigts curieusement écartés la trace bleutée qui marquait son décolleté.
Mais soudain un pan de sa coiffe se dénoua, le bijou vacilla au bord du front. Ses grands yeux s'assombrirent, son visage ne scintillait que faiblement. Elle ne possédait plus assez de force pour feindre. Tout son être trahissait un étrange enchevêtrement de délicatesse et d'indécence, l'indécence involontaire des désordres du corps. Alice n'eut pas la force de poursuivre.